Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitator, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint à nouveau par Sectaire. Salut Sectaire. Eh ben salut Mythe. Et bonjour tout le monde, les auditeurs. Venez nous dire sur le Discord oui. si... Ça commence immédiatement. Frame 0, c'est déjà déraillé. Surtout que maintenant je suis dans l'équipe, ça y est. C'est vrai, il y a eu de nouvelles choses depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Tu es devenu un aficionado de Studio Carton C. Absolument, avec un... je ne sais pas au moment où on écoutera ce podcast si mon podcast sera sorti, mais peut-être. À ce moment-là, il y a une quatrième corde à l'arc de Studio Carton C. Voilà. Et ça, c'est quand même... C'est quand même beau ce qui se passe. C'est beau, c'est magnifique. Alors, et donc, aujourd'hui et ben aujourd'hui, puisque ça fait un certain nombre de fois qu'on se voit, on peut considérer que quelque part cette intervention est la suite de celle qu'on avait fait la dernière fois. Et je me suis dit qu'on pourrait parler des suites de jeux vidéo. On pourrait parler des suites de manière plus générale, mais on s'en sortirait pas. Non, on va se limiter aux jeux vidéo. On va se limiter aux jeux vidéo parce que ma réflexion, elle est née de deux choses. La première que j'ai eue, c'était quelque chose que j'avais lu il y a très longtemps sur un forum. Et c'était un des membres qui parlait de Final Fantasy X-2. Non, 13-2. Final Fantasy 13-2. Ok. Et il faisait la remarque que tous les jeux vidéo, n'importe quel jeu vidéo, était forcément le premier jeu vidéo de quelqu'un. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait quand ton premier jeu vidéo, c'est une suite obscure d'un jeu qui essaye de casser les codes de la série dans laquelle il est. Alors il avait juste fait remarquer que tous les jeux vidéo étaient le premier jeu vidéo de quelqu'un. Ça m'avait marqué quand je l'avais lu à l'époque. Et il y a à peu près un an de ça, j'ai eu l'occasion de jouer sur ma PlayStation à la suite de Persona 5, qui est Persona 5 Strikers. Qui est excellent, ouais. Et qui est un jeu qui arrive à être à la hauteur de l'original, je trouve, tout en étant tout en proposant vraiment son propre truc. Et je m'étais fait la réflexion, comment quelqu'un se débrouillerait avec comme première expérience de jeu vidéo un truc aussi niche et aussi pointu que Persona 5 Strikers, qui demande à la fois d'avoir compris et digéré les aspects mécaniques aussi bien que narratifs de Persona 5, et de rajouter par-dessus une couche de Musou, donc ces jeux d'action où on moissonne des pelletées d'ennemis à n'en plus finir, et qui est un genre de jeu qui est assez de niche, hein. C'est vraiment pas pour tout le monde, le Musou. Si vous aimez pas ça, c'est pas grave. Et donc je me suis dit, ouais, moi je veux bien que n'importe quel jeu vidéo soit le premier jeu vidéo de quelqu'un, mais il y en a qui sont quand même des portes d'entrée un peu plus raides que d'autres. Et donc ça m'a fait me demander, mais finalement une suite de jeux, à qui est-ce que ça s'adresse, qu'est-ce que ça cherche à accomplir, et une fois évacuées les considérations purement commerciales, quelle
démarche artistique ça représente de faire une suite à un jeu vidéo? Bah, Voilà, surtout ça, c'est qu'en les plus, questions qui ont émergé. surtout qu'en plus, tu prends comme exemple Persona 5 Strikers, qui est une suite directe de Persona 5 Royal, enfin de Persona 5, et non seulement une suite directe, mais qui ne fait aucun effort d'intégration. C'est-à-dire que Ah oui, c'est... c'est vraiment, on considère le jeu, et je pense que c'est quand même assez rare dans le jeu vidéo, qu'on fasse une suite comme ça en disant non, t'as joué au précédent, tu comprends pas, tant pis. Oui, Il y a oui, zéro c'est ça rappel qui de rien. m'avait... Ouais, absolument. C'était ça qui m'avait marqué, c'est que le... le jeu ne perd pas de temps à reposer le contexte. C'est... Ah, il n'y a rien. Et, Tu connais le jeu, tu as fini le jeu d'avant. C'est-à-dire que si tu l'as lâché en cours de route, tu connais pas la moitié des personnages. Et Ah tant oui, pis. il faut avoir fini le jeu d'avant et là où ça crée du paradoxe aussi, c'est que si tu as fini le jeu d'avant, la proposition de ce Strikers, elle est un petit peu bizarre d'ailleurs, puisque En plus. un petit spoiler pour Persona 5, notre équipe de Phantom Thieves n'est plus censée pouvoir jouer aux Phantom Thieves une fois qu'ils ont terminé leur aventure dans Persona 5. Bah non. Et c'est marrant parce que c'est justement, c'est assez rare, quand je disais que c'est rare, alors que c'est peut-être courant au Japon, j'en sais rien, j'ai pas assez de connaissances là-dessus. Mais tu prends par exemple, pour avoir commencé les Metal Gear Solid, qui est aussi une fameuse suite de jeux vidéo. Ah oui. Moi, j'ai commencé Metal Gear Solid par je crois que c'était par le PSP. Donc ça doit être par, comment il s'appelle, Peace Walker. Portable Ops ou Peace Walker. Peace Walker. Et Peace Walker, j'ai eu un bol extraordinaire que dans la ligne temporelle, ça soit un vieux. En fait, dans la ligne temporelle de Metal Gear. Mais ça, j'en savais rien. Moi, je l'avais pris parce que j'avais une PSP, que j'avais vu Metal Gear. Tout le monde m'avait dit « Ouais, Metal Gear, c'est fabuleux. Prends Metal Gear. » Et celui que j'ai pris juste après, ça a été Metal Gear 4. Metal Gear Solid 4. Donc, qui est le final. Ben, j'ai pas été perdu. Je m'en foutais. Parce que la proposition du jeu est telle que le jeu boucle en lui-même, en fait. Donc, finalement... Oui. C'est comme si tu prends un Zelda. Il y a des choses qui sont pas très graves. Voilà, c'est pas très grave. C'est vrai que dans le cas d'un Persona comme celui-là, comme tu prends d'ailleurs Persona 5, tu commences les Persona par Persona 5 ou par Persona 3 ou par Persona 4, tu t'en fous complètement, c'est des histoires indépendantes. C'est des histoires indépendantes, tout à fait. Mais qui sont quand même des suites. C'est pas exactement des suites. C'est ça. C'est des suites sans être des suites. Le cas de Persona 3 et Persona 4 est intéressant parce que si tu joues à Persona 4 Arena, le jeu de combat de Arc System Works, qui est une suite directe de Persona 4. Absolument. Et ben, dans ce jeu-là, il y a des personnages de Persona 3 qui apparaissent et qui sont 2 ans plus vieux que les personnages de Persona 4 parce que Persona 3, ça se passe avant Persona 4. C'est pareil. Moi, je les connaissais pas, ces gens-là. Ils étaient là, voilà. Mais après, tu as pour un jeu de combat, c'est encore moins grave, mais sûr. C'est vrai qu'il y a aussi le côté parfaitement assumé. Après, tu as ça aussi dans les... C'est pour ça que ça dépend de quoi on parle. C'est-à-dire que la suite, je vais prendre les 2 exemples suite et pas suite qu'on connaît, c'est-à-dire les Final Fantasy, qui sont maintenant au numéro, je ne sais plus combien, 17, 18, j'en sais rien, j'ai perdu le compte, et les Yakuza. Les Yakuza, donc cette fameuse série de jeux où vous jouez un Yakuza, vous le jouez, donc ça commence à Yakuza 0, qui est sorti après les autres, mais on s'en fout. Et là, on en est au Yakuza 8 qui vient de sortir, plus des DLC, des préquels, des séquelles, des machins, bon voilà. Là, par contre... Ouais, il doit y avoir genre 3 spin-offs. au moins, ouais. Et il y a 4 spin-offs si on compte. Ishin, il se passe dans le passé Edo. Dans le Japon Edo. Il y a Like a Dragon Gaiden qui est aussi un spin-off et il y a les 2 Judgment. Les 2 Judgment. Qui sont dans le même univers. Mais à la limite, ceux-là, on peut les faire séparément puisque c'est dans le même univers, mais c'est avec un autre personnage. Mais sinon, du Yakuza 0 au Yakuza 6, puis ensuite, il y a un petit gap avec le 7 et avec les autres qu'on vient de citer, jusqu'au 8 qui est sorti il y a 3 semaines, là, un mois peut-être. Il faut les prendre dans l'ordre. Tu les prends pas dans l'ordre, tu piges rien.
déjà qu'en les prenant dans l'ordre, tu piges pas grand-chose, parce qu'à moins d'être vraiment passionné sur les clans et pas les clans et les machins, c'est déjà très compliqué. Mais sinon, tu ne piges rien. Moi, j'imagine très bien quelqu'un commencer par Yakuza 5, par exemple, et se dire, mais à quoi je joue? Parce qu'il y a des flashbacks sur les anciens qui reviennent, des anciens ennemis qui reviennent, qui machin, tu ne sais pas à quoi tu joues. Alors que Final Fantasy, à part le 10.2 peut-être, ou le 12.2, je sais pas comment c'était, tu peux jouer au n'importe lequel, chacun est indépendant, quoi. Alors en fait, chaque numéro de Final Fantasy, tous ne le font pas, mais tous sont l'occasion d'avoir son propre microcosme de jeu. Et donc, par exemple, Final Fantasy IV, il y a eu une suite qui est sortie sur le eShop de la Wii qui s'appelle The Years After. Final Fantasy VII, il a tout un microcosme de préquel et de spin-off et d'exploration du monde avec différents personnages dans différentes itérations, et même le remake est une réflexion sur le fait de faire un remake d'un jeu comme ça, en plus d'être un remake en lui-même. Et puis tu as donc Final Fantasy X qui avait fait un 10-2, Final Fantasy XIII a fait une trilogie. Il y a Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 et Final Fantasy XIII Lightning Returns. Oui, mais et donc, coup, dans le cas des Final Fantasy, le numéro du Final Fantasy, finalement, là, est juste un marqueur de on est dans l'univers 13. Ça aurait pu être on est dans l'univers 7. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas vraiment une suite. Là, c'est juste un marqueur, tout à fait. C'est un marqueur d'un univers, et puis voilà, vous savez que vous allez retrouver des chocobos, toutes ces saloperies. Après, je suis pas fan des Final Fantasy. Mais c'est sur le même principe que les Tales of, par exemple. Oui, c'est le même principe que les Tales of. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ces jeux-là, dans des Yakuza par exemple, le marqueur d'un jeu à l'autre, ça va être la récurrence des personnages jouables, donc Kiryu, puis Ichiban et Majima, tout ça, les personnages qu'on rencontre dans les Yakuza. Alors que dans un Final Fantasy, en fait, les marqueurs, et c'est la même chose dans les Tales of, les marqueurs, ça va être étrangement les noms des attaques ou les noms des invocations. Par exemple, dans Final Fantasy XVI, qui est le dernier qui est sorti, il y a un bail de quelle est cette étrange créature de feu qui attaque tout le monde. Et en fait, tu vois à quoi elle ressemble. Si t'as déjà joué à un autre Final Fantasy, c'est Ifrit, quoi. Et c'est pareil dans les Tales of. Un Tales of sur deux, le héros, sa première attaque spéciale, c'est Demon Fang ou Croc démoniaque. Et ceux où c'est pas le héros qui l'a, c'est un autre personnage jouable qui l'a, quoi. Donc finalement, on pourrait dire micro-take, les protagonistes des Tales of, c'est Demon Fang. Oui. Et le vrai héros des Final Fantasy, c'est Bahamut, voilà. Oui. Un peu comme dans, justement, puisqu'on parlait des Persona, comme dans Persona et Shin Megami Tensei, vous retrouvez les mêmes noms de sorts, les mêmes noms de compétences, les mêmes noms, enfin les mêmes personnages, les mêmes designs de ce que tu invoques, des créatures que tu combats et que tu invoques. Et finalement, tout ce qui change, c'est le protagoniste et puis l'histoire. Mais oui, absolument. Voilà, la réalité du truc, c'est ça. Mais on n'est donc pas vraiment dans des suites. Par contre, moi, ça m'est arrivé, ce que tu citais en exemple, quelqu'un qui va, ce que tu disais en début, est-ce que quelqu'un qui commence par Persona 5 Strikers, moi, ça m'est arrivé à l'époque, je devais faire un test pour un jeu, et on m'a filé Trails into Reverie. Trails into Reverie en mauvais anglais. Ah oui. Voilà. Oui, les Trails. Comment ça s'appelle? Legend of Heroes, Trails of Cold Steel et ainsi de suite. Exactement. Et alors, j'avais lu, je crois que j'ai lu ton test et j'ai lu d'autres tests à l'époque, ce fameux Trails of Reverie, c'est un aboutissement spécifiquement pour les ultra fans qui ont saigné tous les autres jeux. Exactement. Et moi, on me l'a filé, on m'a dit, vas-y, teste. Et donc, je n'en avais fait aucun. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Et là, c'est pareil que sur Persona 5 Strikers. T'arrives, on te dit, attention, c'est même pire qu'un aboutissement. C'est un aboutissement et une articulation vers celui d'après.
comme un espèce de reboot de l'univers à cause de celui-là, en fait. J'ai rien compris. Ah, Et je n'ai super. rien compris. Rien. C'était Ah, affolant. c'est beau. Mais est-ce que ça, finalement, Euh, est-ce que ça pouvait arriver, ça, avant? Est-ce que c'est pas un marqueur de notre société, je veux dire de la modernité vraiment, là, de la production des jeux vidéo actuels, on va dire des 10 dernières années? Parce que est-ce qu'avant, tu te serais même intéressé à un jeu comme ça? Tu ne l'aurais peut-être même pas vu passer. Persona 5 Strikers serait resté complètement dans sa niche, tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Eh oui, Après, c'est... Oui. Bah, la question, ça aurait été, est-ce que j'aurais été dans la niche au bon moment ou pas, quoi. c'est ça. Et a priori, non. Enfin, je veux dire, vu que c'est une niche, par définition, il y a très peu de chances. Oui, c'est ça, il y a très peu de chance. Même si bon, les mousseaux, je m'y attendais pas, mais j'aime bien. Donc, Ah oui, ça non, va. c'est sympa. Mais tu prends Final Fantasy VII, tout le monde en Europe, enfin en Occident même, je crois, hein, a eu la révélation Final Fantasy par Final Fantasy VII, puisque c'est sorti, je crois, en 96 en Europe, il me semble, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. C'est 97 en Europe. 97. Mais aux États-Unis, ils en avaient eu quelques-uns des Final Fantasy Ouais, avant exact. celui-là, mais en je crois français- qu'en Europe, on avait. Ouais. Ouais, en français et dans ta PlayStation, c'était le premier. Ouais, tout à fait. Et ça a choqué personne. Et je me souviens de magazines à l'époque, ça devait être Gen 4, parce que je suis vieux. Donc, je me souviens je crois que c'était Génération 4, un truc comme ça, où ils avaient, il me semble, ou Joystick peut-être à l'époque. Ah non, ça devait être Joystick. Et où ils avaient mis, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait les 6 premiers, quoi. Ils étaient obligés de le préciser, en fait. Genre, Bah, achetez-le. oui, parce c'est- que... Oui, en plus, malgré le temps et malgré les évolutions de gameplay qu'il y a eu, on fait un petit effort et puis on peut encore très bien y jouer à Final Fantasy VII. Les personnages et l'histoire sont assez solides pour porter encore 25 ans après. Donc, Bah, il y a le reboot en plus, là. Enfin, le remake, reboot, je sais pas quoi, là. Qui nous sortent depuis 2 ans. Alors justement, c'est ce que je disais. Apparemment, pour profiter à fond de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth, qui est la suite, parce qu'ils ont coupé le jeu en petits morceaux, un petit peu comme Peter Jackson a découpé le Hobbit en 3 films. Avec Voilà. succès. Bref, alors donc, oui. Bref. En fait, pour en tirer toute la substantifique moelle, j'avais cru comprendre parce que j'ai pas encore fait le remake, je l'ai, il est même téléchargé sur ma PlayStation, mais j'ai pas encore joué parce que je voulais finir l'original avant, et après je voulais que un peu de temps passe pour avoir le temps de digérer l'original, bref. Et pour vraiment tirer la substantifique moelle de cette série de remakes, apparemment il faut avoir bien digéré l'original, justement, parce que ça s'adresse à un public qui a digéré l'original. D'accord. Donc, ils font une suite. Finalement, ils font une suite du même numéro. C'est quand même assez. C'est moitié remake, moitié reboot, moitié suite. Ouais, c'est. Ça fait 3 moitiés. Mais tu vois ça aussi, est-ce que finalement, il n'y a pas que maintenant qu'on peut faire des choses comme ça, qu'on peut se permettre de faire des choses comme ça, avec la puissance d'Internet, avec le fait, on sait très bien que les gens vont se renseigner, comment est-ce que je dois y jouer, etc. Je vois mal, honnêtement, sans le réseau, la matrice, tu vois, sans la matrice dans laquelle on est, je vois pas comment tu peux vendre un truc en disant, alors vous devez avoir fait l'original qui est sorti il y a 30 ans ou 25 ans, mais attention, ça va quand même être un reboot. Enfin, je veux dire, d'un point de vue commercial, c'est l'enfer si t'as pas la puissance du net derrière. Oui, non, mais c'est clair. C'est vachement intéressant, justement, parce que c'est vraiment enfin c'est une démarche qui est à la fois, je trouve, hyper intéressante d'un strict point de vue artistique, même si je comprends que c'est motivé par des
raisons commerciales qui sont pas forcément elles ultra glorieuses. Hein. On pensera au film Marvel. N'est-ce pas? Où ça déborde de bonnes intentions, mais à un moment ça finit par déborder tout court et tout le monde s'en fout quoi. C'est ça. Parce que moi je pense que comme beaucoup de gens à l'époque, j'avais beaucoup d'attentes de Infinity War et de Endgame que j'ai bien aimé quand ils sont sortis, mais j'ai pas du tout été intéressé par ce qui s'est passé après. C'est ça, il fallait s'arrêter. C'est vraiment. Il fallait s'arrêter. Et donc, d'un côté, voilà, il y a cette peur d'aller trop loin, et en même temps, tant que la qualité suit, tu te dis que ce serait bête de se priver. On parlait en off des Devil May Cry. Oui. Devil May Cry 3, c'est un jeu légendaire et à raison parce que c'est vraiment un jeu extraordinaire. Et on peut se demander comment il est arrivé parce que bon, le premier Devil May Cry, il est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Ils ont voulu faire un 2 parce qu'à l'époque c'était pas la même démarche et faire un 2, ça se faisait facilement. Bon, il se trouve que Devil May Cry 2 c'est n'importe quoi, mais on se dit ça aurait dû s'arrêter là quoi. Un bon jeu, même si c'est un peu un marqueur de son époque, suivi d'une errance un peu dommage, et puis, voilà, ça s'arrête là. Voilà. Et puis pas du tout, puisqu'ils ont fait cette prequel extrêmement audacieuse, extrêmement ambitieuse, et qui est encore aujourd'hui vraiment un immense plaisir à jouer. C'est des jeux qui répondent au doigt et à l'œil et où on peut vraiment se faire plaisir avec les systèmes. Et donc, le truc c'est que artistiquement ça aurait probablement dû s'arrêter là parce que ça y est, ils ont vraiment fait le Devil May Cry total et absolu, et c'est pas forcément la peine d'en faire beaucoup plus. Mais ils ont fait un Devil May Cry 4 qui se défend très bien. Oui. Même si bon, il y a des endroits où le manque de budget se fait sentir. Oui, mais ça, bon. Ça c'est la vie. Ils ont fait ce reboot DMC Devil May Cry où si on coupe les cinématiques, le jeu il tient debout. Oui, complètement. C'est pas si on les coupe pas, c'est un peu plus dur, mais. Oui, écoute. Et ensuite ils ont sorti en 2019 contre toute attente parce que plus personne n'en attendait rien, parce que pour le coup le jeu il est pas honteux mais il s'est quand même pas bien vendu, et donc tout à coup Devil May Cry 5 qui pareil se pose en aboutissement de tout ce que la série a apporté jusque-là, puisque on va même retrouver des éléments du reboot dans le gameplay de Nero qui s'est coupé les cheveux entre Devil May Cry 4 et Devil May Cry 5. Et donc, est-ce que le monde aurait été meilleur si on s'était arrêté à Devil May Cry 3? Est-ce que le package des expériences de jeu proposées par la série Devil May Cry aurait été meilleur si elle s'était arrêtée au 3? Ou est-ce que... c'est une bonne question. Est-ce que bah oui, parce que c'est un super jeu. Oui, tout à fait. C'est un super jeu sur lequel j'ai passé beaucoup plus de temps que sur le 3. Après, je pense que dans le jeu vidéo, le problème qu'on a dans le jeu vidéo, contrairement à d'autres médias, c'est une évolution. Alors, attention, hein, je vais dire des banalités, mais c'est une évolution extrêmement rapide des techniques. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, parce qu'en ce moment, je suis tombé dans Persona 3 Reload. Bon. Étant un très très grand amateur des Shin Megami Tensei dans tous leurs aspects, évidemment, je me suis précipité sur Persona 3 Reload. Il est techniquement et donc artistiquement, parce qu'on est dans le jeu vidéo, il est 100 fois mieux que Persona 3. Évidemment, c'est le même scénario, c'est la même histoire, à peu de choses près, on est sur les mêmes protagonistes, sauf que évidemment, il est
il est mieux parce que il est plus beau, parce qu'il est fait avec l'Unreal Engine 5 et pas avec, je sais même pas ce qu'ils utilisaient à l'époque, un machin tout pété qu'ils avaient. Les bonhommes, c'est des dessins animés et c'est pas du tout, enfin c'est du manga et c'est pas du tout, des espèces de petits bonhommes avec des têtes carrées là où il faut beaucoup d'imagination pour voir un mec ou une nana. Donc c'est objectivement à tous les niveaux mieux. Est-ce qu'on peut parler de suite? Est-ce que ça s'appelle Persona 3, mais finalement, on en revient au même truc que pour les Final Fantasy, c'est juste un marqueur, c'est juste, tu es dans l'univers, moi je le vois comme ça, je le vis comme ça, tu es dans l'univers 3. On s'en fout. Oui, tout à fait. On s'en fout que j'arrive après le 5, on s'en fout, j'aurais pu ne même pas faire le 5, je tombe sur celui-là, c'est très bien. Et je pense que c'est assez unique. Dans l'art, en fait, dans toutes les formes d'art. Le jeu vidéo a vraiment cette spécificité de pouvoir se rebooter en permanence sans lasser, puisque finalement, la technologie fait qu'on te réinvente le jeu complètement. Final Fantasy VII dont tu parles, le nouveau, là, Rebirth, Reboot, je sais pas quoi, c'est pareil, tu vois les images, tu prends le Final Fantasy VII de 97 et tu regardes celui de maintenant, il y a un fossé. Enfin, je veux dire, c'est plus le même jeu. Alors que, pardon, je vais prendre un exemple de reboot incessant, tu prends le dernier Batman, j'ai bien aimé, c'est pas la question, tu prends le dernier Batman en cinéma, tu prends le Batman de Nolan et tu prends le Batman de Tim Burton, pardon, mais enfin, à part 3 merdouilles en CGI, on peut pas dire visuellement, oui d'accord, c'est filmé différemment, enfin au niveau technologie. Ah, il y a quand même, ouais, les trucages sont mieux. Les pinailleurs te diraient, que Burton essayait vraiment de filmer Gotham City alors que Nolan n'en avait rien à foutre qu'il filme Manhattan 11 septembre, tu vois. Oui, tout à fait en plus, mais clairement. Mais je veux dire, à part l'esthétique de chacun, à part l'esthétique de chaque réalisateur. Oui, c'est un film. C'est Batman et des méchants de Batman. Oui, c'est un film. C'est un film. Oui, coup, on te balance bon, alors pas, ça, c'est un autre truc. C'est un autre truc dont un jour je parlerai peut-être dans ton podcast, mais combien de fois on m'a vendu des films comme l'alpha et l'oméga de l'art et c'était un film. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Donc il y a un bouquin, n'en parlons même pas. Tu vas pas réécrire. Ah non, finalement l'Assommoir, non, je vais le réécrire. Ça a pas de sens. Oui, je suis d'accord, ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis et pour élargir ça, dans une forme d'art extrêmement de niche à la fois dans le temps et dans la pratique, le webcomic, c'était une ça se fait à part des trucs professionnels maintenant ça se fait plus, donc ça a beaucoup changé, mais c'était pas rare que des artistes de webcomic reprennent à zéro tous leurs trucs parce que il y avait eu tellement de progrès en dessin, en découpage, en narration que ces gens-là avaient honte de ce qui avait été produit auparavant et avaient envie de montrer que maintenant c'était vachement mieux. Et à force de recommencer à chaque fois pour améliorer le point de départ, ça avançait plus du tout. Et je connais personnellement des artistes de webcomic qui ont jamais dépassé le 3e chapitre de leur épopée à la Tolkien qui devait jamais s'arrêter parce que ils ont recommencé 3-4 fois le début. Bien sûr. Tu le voyais avec Boulet, ne serait-ce que pour parler d'un des plus connus, Boulet au début ses dessins et à la fin de ses notes, mais c'est ouf quoi. Le dessin, ça lui c'est pas grave parce que c'est des petites notes amusantes, etc. Mais des sketchs. Mais je veux dire, c'est oui, si tu veux raconter une histoire, tu es obligé de tout reprendre. C'est une catastrophe. Et il y a un peu cette notion-là. Je vois pas comment... prenez par exemple, amusez-vous à prendre les Metal Gear, puisqu'on en parlait. Faites-le de Metal Gear, donc Peace Walker, ensuite on va pas refaire toute la liste, et finissez par le 4 en passant par le 5, etc. Si tu suis la chronologie du jeu, c'est-à-dire la suite, la vraie suite, telle que Kojima l'a pensée, enfin plus ou moins pensée, on va dire, telle que Kojima l'a pondue comme il a pu, tu arrives tu es passé par tous les stades du jeu vidéo, quoi, du truc en pixels dégueulasse, du machin en 3D un peu mal foutu, il y a tous les genres.
Donc il faudrait, si tu veux Et rester d'ailleurs, si ça cohérent, faut tout si ça refaire. vous intéresse, et vous pouvez aussi écouter les Pragmastiques hors série chaque année sur Metal Gear, Absolument. dans l'ordre chronologique de l'histoire de Metal Gear. Absolument. Donc, Et venez sur le n'hésitez pas. Discord de Studio Carton C pour nous en Le carton parler. C. Voilà, n'hésitez pas à nous dire sur le Discord ce que vous pensez de Metal Gear Solid. Bien sûr, toujours très important. Mais voilà, je veux dire, donc la suite dans le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose de... C'est tellement complexe, c'est tellement... le seul truc, je te dis, le seul qui pour moi s'en sort, et aurait dû s'arrêter pour d'autres raisons, mais s'en sort à peu près parce qu'il garde une cohérence temporelle, encore que il a refait avec Kiwami 1 et Kiwami 2, il essaye de rebooter sa propre licence, c'est les Yakuza. Effectivement, tu pouvais, comme avec Harry Potter, tu pouvais grandir avec les Yakuza. C'est-à-dire, tu commençais avec ton Yakuza 1 sur ta PlayStation 2, ensuite tu avais Yakuza 2, Yakuza 3, Yakuza 4, tu arrivais sur la PlayStation 3, c'était plus joli, puis tu continuais comme ça, et maintenant on en est à la Ouais, PlayStation c'est ça. 5, tu vois. Bon. Mais il a rebooté entre-temps, il a fait les Kiwami pour que ça aille mieux et tout ça. Je veux dire, même eux ont envie, mais c'est normal. Technologiquement, tu possèdes une licence et tu te rends compte que tu regardes tes vieux jeux, tu dis attends, mais on les refait, quoi. Je comprends Oui, l'exemple du et en webcomic. plus, oui, parce que il y a aussi une question de, alors pour le dire avec des mots pompeux, mais de préservation et d'accessibilité, parce que le jour où il y aura plus de PlayStation 2, les Yakuza 1 et 2 originaux, faudra jouer à Kiwami, quoi. Ben, c'est ça. Sauf à défaut de les émuler, mais sur du matériel d'origine ou du matériel idoine, Et puis tu peux faut même en passer par là. en tant que développeur, tu as dû te sentir extrêmement limité et frustré de certaines choses que tu n'as pas pu représenter parce que tout simplement c'était pas assez puissant. C'est vraiment c'est un média qui est extrêmement riche parce que justement il est au carrefour, enfin il est très questionnant. Voilà, allez, allons-y dans le pompeux. On est sur Hot Tech et Slow Burn, on Allez. en a rien à foutre, on pompe à mort. Alors, je me comprends. Vas-y, fais-moi rêver. Non, mais sans déconner, on est sur un média, le jeu vidéo, c'est un des médias qui, à mon avis, est le plus questionnant sur toutes les pratiques humaines. Les pratiques artistiques, j'entends. Oui. Voilà, artistiques, et y compris d'ailleurs de marketing qui peut être relié à l'art, marketing, diffusion, etc. Et c'est le plus questionnant parce que c'est celui qui, étant de base interactif, va forcément venir tout le temps te titiller sur un sujet. D'ailleurs, la preuve, je veux dire, on est dans cette émission, c'est la meilleure preuve, où on parle quand même majoritairement du jeu vidéo. Et on va tout le temps avoir une question sur tel sujet, et la suite, et le truc. Et je ne vois pas quel autre média, média finalement, quel autre média a cet impact, en fait. Aussi large, aussi vaste, musical, il y a tout dans le jeu vidéo. Tu as la musique, tu as la vue, tu as l'interaction, tu as énormément de choses qui se jouent, tu as énormément de... Oui, et en plus, les réactions sensorielles et émotionnelles, elles peuvent venir d'endroits où tu t'y attends pas. Absolument. Pour citer un vieil épisode que j'avais tourné avec Dame, dans Brothers A Tale of Two Sons, quand en gros t'es censé nager avec le stick gauche parce que le petit frère que tu bouges avec le stick droit il sait pas nager, mais à la fin du jeu le petit frère il est tout seul et tu dois nager avec le stick droit. Oui. Et ce moment-là, c'est porté par ce que tu fais avec tes pouces sur ta manette en plastique dans tes mains, quoi. C'est ça. Et ça, effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est propre aux jeux vidéo et que d'autres formes d'art ou d'autres formes de médias ne peuvent pas espérer émuler, puisqu'il n'y a pas l'interaction. À une exception près, mais parce que là, on atteint la forme ultime du jeu, qui pour moi est le meilleur jeu, la meilleure création de l'univers, c'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle sur table. Mais ça, on pourra faire un épisode là-dessus. Pour moi, c'est vraiment je pense qu'on peut pas dépasser le jeu de rôle sur table. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Au niveau tout. Au niveau grand. Oui, non, mais
Oui, je vois très bien où tu veux en venir. C'est sûr que Mais ce n'est pas un média. ouais. Mais le plafond du JDR est plus haut que le plafond du jeu vidéo. Même si le plafond du jeu vidéo est très très haut C'est et qu'on ça. l'a pas encore atteint. C'est ça. Mais en tout cas, pour revenir aux jeux vidéo en tant que tel et aux suites, c'est pour ça que le questionnement sur la suite, qu'est-ce que c'est la suite? Tu vois, qu'est-ce que Oui, c'est? alors justement, moi je pense que enfin, j'ai l'impression que il y a plusieurs manières. J'ai pas le nombre exact en tête, donc je vais les compter au fur et à mesure. Il y a plusieurs manières de justifier l'existence d'une suite, d'une authentique suite, et pas forcément juste un reboot, remake qu'on peut inclure dedans, mais qui est fait pour des raisons différentes. Je pense que la première raison, c'est simplement de proposer plus de jeux. On prend Sonic 2, bah c'est plus de Sonic que Sonic 1. Ça, je pense que c'est aussi, je pense que c'est un modèle de suite qui a connu son âge d'or à l'époque 16 bits, 32 bits, où les possibilités narratives étaient encore assez limitées, jeux d'aventure et RPG mis à part. Une autre raison de faire une suite, c'est justement augmenter le récit. Raconter ce qui s'est passé avant, raconter ce qui s'est passé après. Donc là, on est vraiment dans le modèle Yakuza. Hein. On a voilà cette histoire qui s'étire sur des décennies et des décennies avec ces destins qui s'entrecroisent c'est le support a sa valeur et a son importance, mais à un moment, on est attaché à Kiryu, on est attaché à Ichiban, on a envie de savoir quelle connerie Majima va faire dans le prochain épisode. Exactement. Ouais. Donc, on va s'attacher d'un point de vue narratif. Une autre raison qui est, pour moi, pas tout à fait la même que la première, mais qui est un petit peu connexe, c'est de proposer de nouveaux gameplays. Absolument. Quand tu compares, pour prendre l'exemple tout bête des Devil May Cry, Dante récupère de nouvelles armes, il peut faire des nouveaux combos, il y a des systèmes qui se rajoutent par-dessus, et donc c'est de proposer par le biais de la suite de nouvelles manières de jouer. Les Zelda, typiquement les Zelda et les Mario, où à chaque itération, tu as un nouveau gimmick ou plusieurs nouveaux gimmicks. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est vraiment des exemples qui sont très marquants. Tu vas aussi avoir le fait de simplement suivre la technologie. Donc là, on va avoir les suites les fameuses suites annuelles, hein, les Call of Duty, les FIFA, les jeux de basket. Et parfois, il y a de belles évolutions. Par exemple, un des meilleurs systèmes d'endurance que j'ai vu dans un jeu vidéo, c'était dans un jeu de basket où t'avais ta barre d'endurance qui te servait à sprinter, mais dont le maximum baissait aussi au fur et à mesure du match. Ouais, par exemple. Donc t'avais à la fois l'endurance à court terme et à long terme. Et la fatigue. Et c'est un truc tout con. C'est un truc tout con de représentation de la fatigue, mais j'ai jamais vu ça aussi bien fait que dans ce jeu de basket. Donc il y a vraiment des propositions qui peuvent venir d'endroits où on s'y attend pas aussi. Et toutes ces raisons-là, elles sont je pense qu'elles sont valables parce que elles se justifient du point de vue de ce qu'est le médium jeu vidéo. Elles sont valables et parfois d'ailleurs elles s'entrecroisent parce que toutes celles que tu as citées. Ah, elles s'entrecroisent. Strikers, on est pas loin de la convergence de toutes les raisons, ouais. Complètement. Et après la seule différence, je pense, bon, on a oublié, mais parce qu'on est des gens gentils, on est ouvert à tous les publics, bien entendu. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de l'aspect financier, bien sûr, à savoir, on va exploiter une franchise jusqu'au trognon pour. Ouais, mais ça, malheureusement, on sait bien que s'il n'y a pas le potentiel d'être exploité jusqu'au trognon, le jeu ne va pas être fait. Donc, ça va quasiment sans dire. Non, parce que par exemple, je pensais à ça, parce que je pensais à Pokémon qui arrive à faire l'exploit de te sortir finalement des suites, en tout cas des continuités plus pétées que celles d'avant. Et ça, c'est quand même la technologie avance, mais eux non. Donc des fois, c'est fort. Je pense au dernier Pokémon qui est une catastrophe
technologique. Oui, Bon, ça a fait jaser. ça a fait jaser. effectivement. Mais disons Ouais, que voilà, Pokémon, c'est un peu l'exception. Mais en général, c'est quand même aussi pour la maille, c'est très souvent pour la thune. Euh, pour revenir à ce que tu disais sur Sonic, c'était aussi une époque dans les années 90 où ça permettait de réutiliser des assets facilement. Parce que la différence, honnêtement, entre Sonic 1 et Sonic 2, d'un point de vue technologique, hein, on t'a rajouté. C'est là où ils rajoutent Tails ou pas encore, je sais plus. Oui, c'est là où ils là, rajoutent ouais. Tails et ils ont refait la majorité des sprites. Hein, ça, on pourra pas leur Oui, enlever. mais Il y a, bon, il y a, il y a pas d'ennemis. Enfin, tous les ennemis ont été reskinés. oui, mais le principe de défilement horizontal, etc. Ils ont pas refait un Oui, truc complet. Si tu les veux. parallaxes. Voilà. Non, ils ont pas réinventé la parallaxe Ils réutilisent leur gameplay. pour Sonic 2, c'est sûr. Mais Oui. est-ce que c'est des suites? Est-ce qu'on te fait baigner finalement dans le même univers? Parce que, comme tu dis, il a marché. Et puis pourquoi est-ce qu'on ne te ferait pas continuer dans le même univers? Enfin, je vois pas de raison si quelque chose fonctionne. Moi, je suis content, je vous le dis, je suis content régulièrement de retrouver Zelda. Je suis content. Je m'en fous quelque Ah part. je te comprends. C'est, Je te comprends parfaitement. Bah ouais, non mais c'est sûr. mais pour revenir. On est content de retrouver les univers, les ambiances. Exactement, les ambiances, les univers. Alors peut-être, ok, pour les Call of Duty et les Pokémon, j'avoue, c'est un peu exagéré. Tous les ans, la nouvelle itération, c'est comme Assassin's Creed, il y a un moment, ça saoule. Mais finalement, alors, c'est là aussi où je voulais en venir, où je voulais soulever un point tout à l'heure. Cette façon de faire, c'est-à-dire on vous fait retrouver l'univers, on vous en met tous les ans, ou quasiment tous les 2 ans, enfin peu importe, hein, on vous en met très très régulièrement, mais il n'y a pas de suite au sens strict du terme, c'est-à-dire que tu peux faire le Call of Duty de cette année, tu peux laisser passer 4 ans, faire le Call of Duty de dans 4 ans, il n'y a pas de problème. Ça sera juste une évolution technologique, Oui, ça sera son histoire est bouclée. Je pense que c'est vraiment pensé en tant qu'unité pour que justement tu puisses laisser passer du temps. Je fais 2 Assassin's Creed, je dis une bêtise, je fais 2 Assassin's Creed de suite, j'en ai marre, je peux attendre 6 ans et puis faire un Assassin's Creed, c'est bon. Ah ouais, c'est intéressant, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est nous qui, en tant que, parce qu'on est des gros joueurs, on se sent obligé de suivre les trucs, mais en fait non, rien ne nous y oblige, sauf dans des Yakuza, des suites comme ça, les Legend of Heroes, etc., où si là, par contre, tu loupes un numéro, tu sais plus où tu es, quoi. c'est pour ça que... Ouais. Je veux dire, Mario, tu peux avoir fait un Mario il y a 10 ans et tu fais celui de cette année, t'es pas paumé. Hein. Non, t'es pas paumé, c'est Tu sûr. vas dire, c'est beau. Oui, d'ailleurs, Mario Wonder, je recommande, il est très bien. Un peu court. Oh, parfois c'est bien de quitter la table en ayant encore faim. Mais, c'est vrai. On en parlait d'ailleurs, des séries de jeux où ça aurait été bien qu'ils s'arrêtent un moment. Alors voilà, ça aussi, oui, on peut vite fait dire un mot là-dessus. C'est il y a des séries de jeux qui, alors ça c'est évidemment des avis personnels et chacun va dire mais oui, mais non, mais vous avez raison, vous avez tort. Venez sur le Discord pour nous dire. Venez sur le Discord. Bien sûr, pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous trouvez vous aussi qu'il y a des séries qui devraient s'arrêter. Mais moi, je pense par exemple qu'une série qui aurait dû s'arrêter, même si la suite est tout à fait formidable, c'est Yakuza, typiquement. Typiquement, à la fin de Yakuza 6, il fallait arrêter quelque chose. Et ça aurait été bien que ça s'arrête. Yakuza 7 avec Ichiban, on s'est dit, pourquoi pas. Alors apparemment, si j'ai bien compris, il y a Kiryu de nouveau dans le 8. C'est ça, il revit, tu vois. T'as l'impression d'être dans les feux de l'amour, quoi. En fait, il revient, tu vois. C'est ça. Il y a rien. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Il peut pas s'en empêcher, mais c'est... je sais pas, on va chanter Bakamitai toujours au karaoké du coin. Mais il y a un côté... Et puis... Je sais pas, moi j'ai bien aimé finalement, tu sais, on se moque souvent de lui, parce que, oui, il y a de quoi se moquer, mais
finalement, j'ai bien aimé Hideo Kojima quand il a fait ses Metal Gear Solid. Il a arrêté ses... Alors, il n'a pas eu le choix, on est d'accord, mais il a quand même arrêté ses Metal Gear Solid, d'une façon ou d'une autre. Eh ben, c'est fini. Ben voilà, c'est très bien, ça reste dans un coin. C'est fini, c'est fini. Est-ce que... Il y a la bande-annonce de Death Stranding 2 qui est sortie récemment. Ça va, c'est que le 2. Et non mais dans cette bande-annonce, il y a toutes les conneries que Kojima aurait bien aimé mettre dans un Metal Gear Solid et il peut plus parce qu'il travaille plus chez Konami et il les a mis dans ce jeu-là, quoi. Non, mais effectivement, mais j'ai pas dit qu'il était honnête sur tous les niveaux. Je dis juste que si toi tu t'intéresses en tant qu'on va dire passionné ou en tout cas que fan de Metal Gear, bah t'as fini quelque chose. Tu es arrivé à la fin. Oui, et en même temps, enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'épisode qui se passe le plus tard dans la continuité des Metal Gear Solid, c'est Metal Gear Rising Revengeance, le jeu d'action-combat de Platinum Games. Et ce jeu-là, bah, c'est une fin ouverte qui, dans une timeline alternative, il aurait pu lui-même faire des suites et des suites et des suites. Hein. Ah oui, non, mais je ne présuppose pas du fait qu'ils se laissent à chaque fois des portes de sortie pour pouvoir continuer comme ils veulent et éventuellement traire la vache jusqu'à la... Je sais pas comment on dit. Mais si tu veux, je pense que c'est pour faire un lien avec un ancien numéro de Tech and Slow Burn qu'on avait fait aussi ensemble, sur la fin, justement, dans les jeux vidéo. Et je pense qu'il y a des jeux qui doivent finir. Je pense sincèrement qu'il y a des suites qui doivent s'arrêter pour rester dans ta tête, dans ton imaginaire. Ouais, c'est pour la construction de tout un chacun, je pense que c'est important aussi que les choses finissent. Et pas que ce soit tiré sur la corde. Bah, tu parlais du MCU, je veux dire, c'est l'exemple. Il fallait s'arrêter. Alors évidemment, il y a du pognon, hein, on est d'accord. Hein, mais évacuons le côté pognon, il fallait s'arrêter. Endgame. Il fallait s'arrêter, non, je suis d'accord. C'est fini, salut, au revoir. On vous a raconté une belle histoire sur 15 ans, ciao. Voilà, c'était le moment de s'arrêter, parce que même si à l'époque il y avait déjà des fâcheux, Infinity War et Endgame, ça tenait debout. C'était pas du grand art, mais ça tenait debout, quoi. Ça boucle. Ça, c'est fini, voilà, c'est bon. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est fini, voilà. Malheureusement, ils savent pas le faire. Ils savent pas le faire, et parfois, la main doit être un peu forcée par un licenciement ici, une fermeture de studio là. Mais c'est vrai. Kojima, il s'est arrêté. Je veux dire, je me fais aucune illusion sur Kojima. Il s'est arrêté dans les Metal Gear parce qu'ils l'ont viré. Hein. Oui, donc clairement, sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur les suites. Donc on te retrouve où sur les internets, c'est clair? Alors comme d'habitude, sur Twitch, évidemment. Twitch.tv/sectairdown. Et sinon, dis donc, sur le Discord de Studio Carton C. Et si ça tombe pas bien, oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous pensez des suites. Et voilà. Et puis bientôt, donc peut-être pendant qu'on se parle là déjà, la magie de la temporalité, il y aura déjà au moins le premier épisode qui sera sorti de mon émission. Et oui, et ça c'est beau. Justement, je vous rappelle que Tech and Slow Burn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts. Donc ici un pragmatique, là tu vas me niquer la batterie si vous aimez la musique. Bientôt si vous aimez le cinéma, vous pourrez retrouver Sectaire dans son émission. Merci à Paul pour le montage, merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode, merci à Simon pour la musique du générique. Retrouvez la chaîne YouTube de Simon dans la description de l'épisode. Rejoignez le Discord, retrouvez-nous sur les internets @texburn, envoyez un mail à hottext.slowburn@gmail.com, laissez des avis 5 étoiles sur votre plateforme préférée, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. On est là pour discuter, et puis
On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde.